En ces temps agités, comment est-ce qu'on fait pour protéger son patrimoine? Eh bien, on passe en revue les questions que tout le monde se pose en ce moment, justement, avec vous, Christian Fontaine. Bonjour, Christian. Bonjour David. Christian Fontaine, journaliste donc au Revenu. Cette question à présent, tiens. Alors, il y a évidemment beaucoup de lecteurs, internautes qui vous posent des questions. On a essayé de voir quels sont les quatre qui reviennent le plus souvent. Notamment, les gens se disent, ben voilà, si j'ai un PEA, beaucoup de Français ont des plans d'épargne en action, qu'est-ce qui se passe si d'aventure, on n'y est pas, ma banque faisait faillite? C'est une question qui revient souvent. Alors c'est une question qui revient souvent effectivement depuis une dizaine de jours sur notre plateforme interactive. En fait, il faut savoir que vous devriez retrouver vos petits. En fait, le PEA, le plan d'épargne en action, donc détenu par plusieurs millions de Français, se décompose d'un compte espèce et d'un compte titre. Le compte espèce, ce sont les liquidités qui figurent sur ce compte et ils sont couverts par le fonds de garantie des dépôts à hauteur de 100 000 euros par personne et par banque. Ouais. Et puis vous avez les titres, c'est-à-dire les actions dans lesquelles vous avez investi ou les SICAV ou les trackers. Là, il faut savoir qu'en fait votre courtier ou votre banque ne sont pas propriétaires de ces titres. Ces titres sont déposés chez un dépositaire et même en cas de faillite, ils ne devraient pas disparaître. Si jamais c'était le cas, en cas de malversation, il existe aussi une autre garantie qu'on appelle la garantie des titres et qui vous indemnise à hauteur de 70 000 euros par client et par établissement. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que le premier scénario et le scénario le plus probable en cas extrême de faillite d'un établissement bancaire, c'est la reprise par un concurrent qui reprend bien sûr l'ensemble de ses engagements. Donc l'épargne des Français est assurée. Surtout, la crise actuelle, c'est une crise sanitaire, c'est une crise exogène, et donc ce n'est pas une crise comme celle de 2008 qui était endogène, qui venait, je dirais, de l'intérieur du système bancaire. Donc c'est plus rassurant. Donc évidemment, c'est beaucoup plus rassurant. D'ailleurs, on n'observe pas, je dirais, de phénomène, en tout cas, on le voit bien dans les questions qui nous sont adressées au Revenu, on ne voit pas de phénomène de panique de la part des épargnants qui, il est vrai, aujourd'hui ont d'autres préoccupations. Bon, il y a le PEA qui pose question parmi vos lecteurs et on se pose tous la question, si on a une assurance vie, quels sont les risques justement pour mon contrat d'assurance vie? Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, l'assurance vie, bon, bien sûr, va être impactée par la crise sanitaire et par la crise économique qui va certainement découler. En fait, pour vos auditeurs, il y a deux cas de figure. Vous savez, le contrat d'assurance vie, c'est une enveloppe fiscale. Donc, au sein de cette enveloppe, votre épargne, elle est soit investie dans le fameux fonds en euros, soit dans ce qu'on appelle des unités de compte, c'est-à-dire en fait le nom des fonds d'investissement au sein de l'assurance vie. Alors, ça correspond à deux réalités très différentes. Si vous avez investi, comme la majorité des Français, dans le fonds en euros, vous profitez d'une garantie sur le capital qui est donnée par votre assureur. Et donc, dans ces cas-là, en tout cas à court et à moyen terme, la crise ne devrait pas avoir d'impact sur votre épargne. Sachant bien sûr que, crise ou pas, le rendement de votre produit, le rendement de votre contrat d'assurance vie en euros va très certainement continuer à baisser. Ouais. L'autre cas de figure, c'est que vous avez aussi ce qu'on appelle des unités de compte. Voilà, on est investi en bourse. Ceux qui sont investis en bourse. Pour eux, c'est la tôle. Pour eux, c'est la tôle. Alors là, tout dépend. Effectivement, il y a un impact. Vous avez raison, puisqu'en fait, ce qu'on appelle la valeur du sous-jacent a baissé, et donc effectivement, la valeur de leur contrat sera plus faible. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même la majorité des encours, 80%, est placée sur le fonds en euros. Si vous avez investi en bourse pour diversifier votre contrat d'assurance vie et dans l'espoir d'un gain plus important à long terme, vous n'avez pas forcément fait une erreur, même si aujourd'hui vous voyez la valeur de votre épargne baisser. Ce qu'il faut faire, le gros dos. Le dos rond. Le gros dos et surtout éviter, je dirais, les réactions impulsives qu'on peut comprendre, parce que personne n'a envie de voir, je dirais, la valeur de son contrat d'assurance vie baisser, et on peut comprendre, c'est presque naturel que lorsqu'on Il est trop tard pour vendre. Il est trop tard pour vendre. Et si on va plus loin, il est trop tôt pour acheter. Certains disent trop tard pour vendre, trop tôt pour acheter. Ça dépend un peu dans la perspective, je dirais, le nombre d'années que vous avez devant vous, et ça dépend aussi... Avec le coronavirus, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Bref, passons. Sur le plan, si on revient sur le plan de l'épargnant, est-ce qu'il est trop tôt pour acheter? Si vous n'êtes pas investi en bourse, comme c'est le cas de 5 Français sur 6, je dirais qu'avec un CAC 40 entre 4000 et 4500 points, c'est pas forcément un mauvais moment pour faire ses premiers pas en bourse. Mais bien sûr, on y investit, et ça
je dirais, pour investir en bourse aujourd'hui, il y a deux conditions pour revenir sur les marchés. D'abord, un, il faut disposer des liquidités nécessaires. Deux, il faut pouvoir se permettre de bloquer son argent pendant au minimum 4, 5 ou 10 ans, puisque, comme vous venez de le préciser, on ne sait pas quel sera le niveau du CAC 40 dans 6 mois. Il peut être encore plus bas qu'aujourd'hui. Donc, ce que nous, on dit aux revenus, c'est que c'est pas forcément qu'on peut revenir sur les marchés, mais commencer à revenir sur les marchés et avec discernement, bien sûr, on n'achète pas n'importe quoi. Question aussi qui revient souvent, parce qu'elles ont le vent en poupe, qu'elles ont la cote, ce sont les SCPI, Sociétés civiles de placement immobilier. Voilà, compte tenu du risque de la récession dans laquelle on entre, est-ce qu'il faut craindre de mauvaises performances sur les SCPI? Alors, Qui ont bien traversé d'ailleurs, pardon Christian, qui ont bien traversé la crise de 2008-2009 pour le coup. Voilà, c'est une classe d'actifs effectivement qui a beaucoup collecté et qui est très à la mode. Certaines classes d'actifs, on vient de le voir, les actions, les obligations ont déjà beaucoup baissé. Ce n'est pas encore l'impact de la crise sur l'immobilier de bureaux et de commerce, puisque là on parle d'immobilier professionnel, hein, les CPI sont essentiellement investis là-dessus, se fera sentir certainement avec un différé de deux façons différentes. Il peut y avoir une baisse du rendement et puis il peut y avoir une baisse de la valeur départ. Ouais. C'est très difficile aujourd'hui d'aller un peu plus loin. Certains gérants de SCPI, notamment Quorum, qui a beaucoup initié sur ce marché-là, beaucoup innové sur ce marché-là, explique déjà qu'en cas d'absence de 30% des loyers pendant un an, cela pourrait entraîner une baisse de l'ordre légèrement inférieur à 2 points du rendement. Quant qu'à Christian de Keranguel, qui est le directeur général de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, donc c'est un institut économique, s'exprimait dans le Figaro il y a quelques jours et lui parlait, disant que si les CPI rapportaient cette année au-dessus de 3,5%, cela serait bien contre l'année dernière, un peu plus de 4%. Voilà, c'est très difficile d'être plus précis. Il y aura un impact. L'impact réel va dépendre en fin de compte de la profondeur et de la durée de la crise. Oui, on y revient. On y revient toujours. C'est le nœud et c'est l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga pour l'ensemble des secteurs d'activité économique, y compris pour la pierre papier. On peut terminer en disant que historiquement le revenu préférait dans cette grande famille de la pierre papier plutôt les foncières cotées en bourse, alors, qui ont plutôt pas trop mal résisté. Ouais. Plus volatiles certes que les SCPI, mais moins taxées et plus liquides. Les foncières cotées en bourse, vous pensez aux Clépierre, Unibail-Rodamco et compagnie? Voilà, tout à fait, c'est ça. Attendez, elles se font dézinguer. Hein. Non, elles ont pas si mal résisté. Elles ont perdu en moyenne au niveau européen, plutôt moins que les grands indices. Ensuite, il faut voir que les foncières, le niveau de valorisation des foncières est très lié au niveau des taux d'intérêt. C'est vrai qu'avec la crise actuelle et l'ensemble des mesures de soutien qui ont été prises par les banques centrales, a priori, on peut penser que les taux d'intérêt vont rester bas encore pendant quelques mois, voire quelques années. Ça, c'est plutôt une mesure favorable aux foncières. Je vous l'accorde par rapport aux SCPI. Donc, la question de votre auditeur portait sur les SCPI. Je vous l'accorde, c'est vrai que les foncières cotées en bourse sont un peu plus volatiles que les SCPI. C'est un produit qui est un peu plus boursier, alors que les SCPI sont un produit de rente. Ouais. On finit là-dessus, on aurait dû commencer là-dessus, parce que c'est peut-être la question que tout le monde se pose, c'est comment je mets à l'abri mon patrimoine dans cette crise. C'est compliqué de répondre à ça, non? Alors, c'est très compliqué. Je dirais que le premier réflexe, bien sûr, c'est de placer l'intégralité de ces placements sur des produits dits sans risque, livret d'épargne, épargne logement, assurance vie en euros. Le hic, vous le connaissez, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, c'est que ce sont des produits qui aujourd'hui vous rapportent moins que l'inflation, c'est-à-dire que vous allez vous appauvrir sans même vous en je préfère un truc qui me rapporte moins que l'inflation qu'un truc qui me fait perdre la moitié de mon argent. Alors, à court terme, c'est un raisonnement qui se tient. Simplement, à long terme, on peut espérer que les placements, je dirais, plus risqués comme les placements boursiers vont très certainement rebondir. Et donc, aujourd'hui, pour, je dirais, protéger votre patrimoine, tout en assurant tout de même un certain dynamisme à long terme et un minimum de rendement, vous n'avez pas tellement d'autre choix que de diversifier. Diversifier entre les classes d'actifs, donc oui, des placements sans risque pour 50, 60, 70% de votre patrimoine, mais tout de même ne pas hésiter à profiter d'un petit effet de levier sur les actions ou alors sur l'immobilier.
Vous savez, L'immobilier, je vous en fait, coupe, j'ai vu l'interview, on va le recevoir d'ailleurs, le président du conseil syndical des notaires, qui dit dans le Parisien, l'immobilier, ça va baisser de 10 à 15% résidentiel. mais alors, ça va, on verra bien où va aller l'immobilier. L'évolution des prix et des volumes va sans doute être très différenciante selon les villes, selon la taille des agglomérations. Par contre, ce qui est absolument certain, et en fin de compte, en matière de placement, un peu comme dans le reste de la vie quotidienne, Ouais. il faut acheter ce qui n'est pas cher. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui n'est pas cher dans l'ensemble des classes d'actifs? Il n'y a qu'une seule classe d'actifs qui n'est pas chère, c'est le crédit. Vous avez la possibilité de vous endetter autour de 1% sur 15 ou 20 ans, une fois que, je dirais, les banques se seront remis en ordre de marche et qu'on aura dépassé la période de confinement obligatoire. Et ça, si vous voulez, c'est peu cher. Le prix de la pierre peut-être s'ajuster à la baisse pendant quelques mois. Il n'empêche, les fondamentaux sont sains et les fondamentaux, le premier fondamental, c'est le niveau des taux d'intérêt. Ensuite, effectivement, si la situation économique se détériore trop, si le chômage progresse trop, il y aura un impact sur le prix des actifs immobiliers. Certes, il n'empêche, l'immobilier, aujourd'hui, c'est la seule classe d'actifs que vous pouvez acquérir totalement à crédit, avec des crédits, des niveaux de crédit qui devraient rester bas pendant encore de nombreuses années. Bon, avant de se quitter, qu'est-ce qu'on lit cette semaine dans le Revenu? Ben, Qu'est-ce qu'il faut absolument lire maintenant qu'on a un peu de temps devant nous? Les bons conseils, les décisions à prendre pour ces placements, je dirais, il y a deux décisions. Un, attendre, bien sûr, ne pas prendre de décisions dans la précipitation. Et deuxièmement, diversifier ses classes d'actifs. On pourrait rajouter un troisième conseil pour vos auditeurs, c'est de profiter de cette période où tout un chacun a un peu plus de temps pour réfléchir sur ses placements et son patrimoine, pour bien s'assurer que les placements qui ont été accumulés au fil des ans et au fil des sollicitations de son banquier ou son assureur répondent bien à vos préoccupations patrimoniales. Avez-vous les bons placements pour financer demain les études de vos enfants, pour compléter votre retraite, pour vous acheter le bien immobilier de vos rêves? C'est un peu cette réflexion de fond que l'on peut entamer pendant cette période transitoire. Voilà, à lire notamment donc cette semaine dans le magazine Le Revenu. Merci beaucoup Christian Fontaine, journaliste donc à l'hebdomadaire et au mensuel. Et bon week-end à vous. Merci. Merci, au revoir David.